rapprocher, comme ça on crée un peu chaleureux et intime. Bienvenue. Et je absolument, merci. Oui, alors déjà bonsoir à toutes et tous. Je fais un petit mot pour déjà remercier Véronica et Marissa d'être là ce soir pour cette rencontre et discussion, et également un petit peu vous parler du lieu dans lequel on est. Peut-être vous connaissez déjà Pôle Sud, centre socio-culturel de l'Union syndicale vaudoise, et on est ravis de vous accueillir. Et puis on a sorti donc le programme de ce semestre déjà depuis une semaine. Il est à disposition si jamais à l'entrée ou sur la table là-bas, donc je vous laisserai pouvoir regarder dedans, parce qu'on fait plein d'autres événements culturels, que ça soit des concerts, des soirées films, des conférences ou des ateliers. Et donc voilà. Et sachez aussi que donc après ce moment de discussion, le bar est ouvert, et donc on sera là pour boire un verre avec vous. Voilà. Très bonne soirée. Merci Simon, merci à Pôle Sud pour l'accueil, et de Pôle Sud aussi, et merci à Thierry qui fait la captation vidéo. Merci à vous d'être là. Je vais faire une toute petite présentation de la soirée. Enfin, déjà les remerciements, effectivement. Puis cette soirée est organisée grâce à Pôle Sud qui nous accueille, à Réfiction qui est là aussi en la personne de Véronique, qui a amené des livres que vous pourrez acheter à la fin de la discussion, et à la librairie Basta qui nous a aussi soutenus et nous a procuré les livres. Et je voulais aussi lancer un salut amical à Pedro Jiménez Moras, qui est en fait à l'origine de cette rencontre entre Véronica et Marisa. Et il a, à Bordeaux l'année passée, déjà fait comme un premier épisode de ces conversations. Et donc on reprend le fil sur son idée, en le saluant, et aussi en rappelant à sa demande que tout ça est encore parti encore plus haut de Maria José Pavlovitch, dont le documentaire sonore sur Véronica lui avait fait découvrir Véronica, et bon, Marisa, il te connaissait déjà avant, évidemment, de Genève. Je vais vous présenter juste après nos invités. Je vous rappelle qu'il s'agit plutôt d'une conversation que d'une conférence, et donc si vous avez des questions à poser même en cours de route, c'est volontiers, et surtout on réservera aussi une partie pour les questions à la fin. Nous la donnons en français, qui est pour nous tous pas la première langue, la deuxième voire la troisième. Donc on nous permettra de créoliser aussi un peu si on veut, et puis surtout on prendra volontiers aussi les questions en espagnol ou en anglais ou en français, ou en créolisé ou non. La conversation est donc filmée. Alors évidemment les caméras sont dirigées vers nous, mais si vous posez des questions, vous allez apparaître à l'audio, et on va sans doute la publier sur notre fil YouTube. Donc si vous désirez pas apparaître sur la captation, il faudra soit faire poser la question par quelqu'un d'autre, soit nous dire, et puis on trouvera un moyen de pas vous faire apparaître. Et je crois que ça, c'était un peu le cadre là de la conversation. On est donc réunis autour de 2 livres. On va commencer par voilà, moi je suis éditeur. Je me suis pas présenté moi-même. Stéphane Fretz, éditeur chez Réfiction, et éditeur en particulier d'un des livres dont on parle ce soir, qui est L'Empreinte, que Marisa va nous dresser comme ça. L'Empreinte, une archive d'artistes soustraites au terrorisme d'État, qui est paru en 2023 chez Réfiction. Et du côté de Véronica, c'est moi qui vais le soulever, parce que c'est notre invitée, elle est arrivée de Paris, et elle a fait plus de route que nous tous et toutes. Survivre à la survie, qui est paru aussi en 2023 chez Kalman Levy. Et pour construire la discussion, je me suis aussi appuyé sur encore plus récent, son livre sur la post-mémoire à l'œuvre, qui est paru en début d'année en 2025. Alors,
Pour présenter nos invités, j'ai fait un petit exercice stylistique dans un premier temps. Alors, je vous le livre et puis vous me direz si ça vous parle ou... Alors, les autrices. Véronica Estaille. D'ailleurs, est-ce que c'est Estaille, Stange ou Stange? C'est vrai que j'aurais dû demander avant si... Estange, ok. Ah, Stange, c'est assez crédible. Ou Stange, yeah. Ah oui, c'est une barre de fer, une Stange. Elle est née en 1980 au Mexique. Elle est docteure en langue et littérature française à Paris. Elle est militante au sein du collectif Histoire désobéissante et de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France. Fille d'exilés politiques chiliens, Véronica n'a jamais connu la répression ou la torture. Pourtant, elle les ressent jusque dans sa chair. Ça, c'est, je reprends, tu as sans doute reconnu, hein, une bio de je sais plus quel livre. La 4e de Survivre à la survie. Elle n'a pas grandi dans son pays. Pourtant, il lui manque cruellement. Condamnée à vivre des émotions par rebond, nostalgique d'un passé qu'elle n'a pas vécu, c'est une exilée de l'exil. Marisa Cornejo, née le 26 septembre 1971 à Santiago, au Chili. Elle est artiste, autrice, activiste, enseignante, chilienne et française, installée en Suisse entre Lausanne et Genève. Fille de militants communistes chiliens condamnés à l'exil, Marisa a connu de la répression ce qu'on peut en connaître à l'âge de 2 ans, et de la torture ce que son père lui en a raconté, c'est-à-dire presque rien. Pourtant, elle les ressent jusque dans sa chair. Elle n'a pas grandi dans son pays, pourtant il lui manque cruellement, condamnée à vivre des émotions par rebond, nostalgique d'un passé qu'elle n'a pas vécu. C'est une exilée de l'exil. Donc j'ai fait des tout petites variations pour les 2 présentations et donc je suis très content de mon exercice. Je vais le faire critiquer par et commenter par vous 2. Merci beaucoup. Et merci à tous et à toutes d'être là ce soir malgré la pluie. Je suis très heureuse d'intervenir dans cet espace. Donc je viens de Paris qui n'est pas très loin, mais c'est la première fois que je présente le livre ici et la 2e fois que je viens par ici. Donc je suis vraiment très contente. Alors je vais avant d'entrer disons dans nos histoires respectives grâce aux questions que nous posera Stéphane et à vos propres questions, je voudrais juste poser le cadre de cet échange. Le cadre aussi qui accentue le fil conducteur que Stéphane a déjà commencé à tisser, donc entre nos histoires. Donc il y a beaucoup d'échos, beaucoup de ressemblances, et disons d'un point de vue théorique ou dans une perspective plus générale, ce qui nous réunit toutes les 2 ici, c'est ce qu'on appelle la post-mémoire. Donc c'est tout ce que je vais dire, c'est contenu dans le livre théorique publié cette année chez Herman. Qu'est-ce que la post-mémoire? Donc la post-mémoire, c'est la transmission des traumatismes politiques à travers les générations. Descendants d'ex-prisonniers, de disparus, d'exilés, de tortionnaires même, nous portons en nous des souvenirs et des éprouvés qui ne nous appartiennent pas et qui pourtant nous constituent. Nés de la parole, mais aussi du silence, des récits autant que du corps et du geste, la post-mémoire est une mémoire d'après, marquée par l'absence, la douleur, mais aussi la créativité. Donc, j'ai souvent dit, j'ai des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Et je crois que cette phrase pourrait résumer ce que signifie grandir dans l'ombre d'une histoire familiale traversée par la violence politique. Le concept de post-mémoire proposé par Marianne Hirsch, professeure à l'Université de Columbia, désigne la transmission donc des traumatismes collectifs d'une génération à l'autre. Et ce ne sont pas des souvenirs à proprement parler. Évidemment, personne ne peut se rappeler ce qu'il n'a pas vécu. Mais les images, les affects et les traces des expériences extrêmes migrent d'une certaine manière des survivants vers leurs enfants,
voire leurs petits-enfants. D'ailleurs, les psychanalystes disent que la mémoire transgénérationnelle s'étend jusqu'à la 3e génération. La post-mémoire est donc, comme je l'ai dit, une mémoire d'après. Et non pas tant parce qu'elle est tournée vers le passé, en réalité elle est toujours présente, l'éprouvé sensible est toujours présent, mais c'est une mémoire d'après parce qu'elle se construit à la manière de celle des autres, donc d'après celle des autres. Et elle se situe dans un espace paradoxal entre présence et absence, entre le trop-plein de l'éprouvé sensible et d'une certaine manière le trop vide de l'expérience manquante, l'expérience que nous n'avons pas vécue, ou pas tout à fait, lorsqu'on était trop petit. Et en cela, disons que la post-mémoire potentialise les paradoxes contenus déjà dans la mémoire elle-même. Parce que, Paul Ricoeur, philosophe, disait que se souvenir, c'est évoquer ce qui fut, mais qui n'est plus. Donc il y a un jeu de présence-absence dans la mémoire elle-même. Mais la post-mémoire évoque ce qui fut, mais que nous n'avons jamais connu. Donc, elle est doublement paradoxale d'une certaine manière. Et ce qui m'intéresse aussi de mettre en évidence, c'est que avant de devenir parole, la mémoire, et la mémoire transgénérationnelle en particulier, passe par le corps. Les survivants, comme nos parents, transmettent souvent malgré eux. Une crispation soudaine, une colère inexpliquée, une peur disproportionnée face à un bruit ou à une odeur. Ce sont des bribes d'histoire inscrites dans les fibres mêmes de leur être. Et les enfants, sensibles à ces dissonances, héritent de cette mémoire somatique ou corporelle avant même d'en entendre le récit. Et ensuite, bien sûr, le langage. Il y a des récits fragmentés, les demi-confidences, les archives familiales, les photos en noir et blanc. Parfois, le silence lui-même devient un message. Ce dont on ne parle pas finit par nous hanter encore plus que ce qui nous est raconté, jusqu'au jour où on parvient à y mettre des mots. Donc c'est ce passage du corps au discours qui transforme cette mémoire diffuse, que j'appelle dans mon livre inframémoire, cette sorte de mémoire du corps, des affects. Donc c'est ce passage du corps au discours qui transforme l'inframémoire en une mémoire ou une post-mémoire construite. Mais cette élaboration de la mémoire que nous avons héritée a toujours tendance à demeurer inachevée. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais combler complètement le vide de ce que nous n'avons pas vécu. D'où la nécessité si récurrente dans les générations d'après, dans notre génération, d'avoir recours à l'imagination. Et donc la post-mémoire dans son ensemble, elle se caractérise par un certain nombre de traits. Tout d'abord, elle se présente comme une mémoire par procuration, faite d'images empruntées mais devenues intimes, que nous nous approprions d'une certaine manière. Et cette incarnation des souvenirs d'autrui suppose très souvent une affectivité très intense, parfois disproportionnée par rapport à l'expérience que nous avons effectivement vécue. Ensuite, l'immixtion du passé dans le présent génère l'impression d'un décalage temporel. J'ai souvent eu l'impression, de même que d'autres personnes de ma génération, que nous sommes arrivés trop tard, lorsque le train de l'histoire, hélas, était déjà parti. D'où la quête identitaire. Comment se définir à partir d'un récit fondateur dont on n'a pas été acteur direct. Et enfin, la quête de soi, qui implique la quête de l'autre, ouvre sur une dimension, comme je l'ai dit, créative. La post-mémoire se dit très souvent par l'art, la littérature, le cinéma. En comblant le vide de l'expérience manquante, ils deviennent les lieux par excellence d'élaboration du traumatisme. Et puis, pour clore cette petite introduction, je dirais que sur cette base d'éléments ou de traits partagés par toutes les formes de la post-mémoire, il y a aussi des post-mémoires particulières, des post-mémoires spécifiques. Post-mémoire de l'exil, de la prison, de la torture, de la clandestinité, la disparition. Des survivants à leurs descendants, chaque expérience tend à générer son propre dispositif de représentation et de souffrance et comporte ses propres enjeux. Donc, très brièvement, être fille ou fils de l'exil, c'est porter la nostalgie d'un pays que l'on n'a pas connu.
On hérite d'une patrie lointaine, faite de récits parentaux et des chansons transmises à la veillée. Et ce pays absent devient à la fois horizon d'attente et source d'un désajustement permanent. On n'est pas d'ici, mais on n'est pas de là-bas non plus. L'enjeu, c'est assumer son étrangèreté ou son étrangeté et l'habiter comme une maison. De leur côté, on peut dire que les descendants d'anciens prisonniers politiques, ce qui est notre cas aussi, peuvent ressentir le poids de l'expérience carcérale. Le corps marqué par l'enfermement transmet une mémoire d'étouffement et d'éclaustration. On porte en nous l'écho des portes closes et l'angoisse des nuits d'isolement. L'enjeu, c'est retrouver la liberté intérieure. La torture, quant à elle, laisse des séquelles visibles et invisibles. Handicap, douleurs résiduelles, tremblements, cauchemars, méfiance envers le monde. Certains de ces symptômes traversent aussi les générations, engendrant chez les enfants une perception, on peut dire, fragile de la réalité, comme si le sol pouvait s'ouvrir sous nos pas à tout instant. Par exemple, chez le dentiste, et je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, allongé sur le fauteuil, on évoque à son insu les souffrances infligées aux autres, autrefois, dans d'autres circonstances, et notre petite douleur devient infiniment banale. L'enjeu, c'est d'apprendre que tout n'est pas possible à tout moment et que le pire n'arrive qu'exceptionnellement. Il y a aussi la post-mémoire de la clandestinité, c'est intérioriser la peur d'être découvert, la vigilance constante, le goût ou le devoir du secret, puisque parler, c'est trahir, on se tait. On ne fait confiance à personne. On cache son histoire de famille. On dissimule. On se dissimule. On éprouve la fascination de l'invisibilité. L'enjeu, apprendre à faire confiance aux autres et à se confier. Il y a bien sûr la disparition, la vraie, celle des personnes dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ici, l'absence devient absolue. Les descendants des disparus héritent d'un vide radical. Pas de dépouille, pas de tombe, pas de conclusion au récit. Le manque structure leur identité. L'enjeu, faire le deuil d'un mort sans sépulture. Enfin, plus inattendue mais tout aussi importante, et on en parlera peut-être plus tard, est la post-mémoire des enfants de bourreaux. Ce sont des héritiers d'un nom souillé. Ce sont des personnes qui oscillent entre l'adhésion servile, la honte et la révolte contre leurs parents. Leur mémoire n'est pas celle du silence imposé par la douleur, mais celle du secret entretenu par la culpabilité. Certains choisissent la complicité ou le déni. D'autres, on le verra plus tard, rompent l'héritage et s'exposent au prix de l'exclusion. L'enjeu, transcender la contradiction entre l'amour filial envers le père, ou l'oncle, ou le grand-père, et le rejet du criminel, alors qu'il s'agit d'une seule et même personne. Donc on voit bien que la post-mémoire n'est pas une curiosité marginale. Elle traverse nos sociétés du Chili à l'Argentine, de l'Espagne aux descendants de la Shoah. Elle se trouve actuellement en germe en Ukraine et à Gaza et projette son ombre sur les générations à venir. Elle témoigne de la puissance de destruction de la violence politique et de l'impact des traumatismes collectifs qui ne s'arrêtent pas avec les victimes directes, mais se propagent transformés à ceux et celles qui leur succèdent. La post-mémoire est à la fois fardeau et ressource. Les héritiers des crimes passés sont parvenus et parviennent encore, tant bien que mal, à surmonter l'horreur par le langage ou par le cri. Les enfants et les petits-enfants des survivants des guerres actuelles, par quelle secrète alchimie réussiront-ils à s'extraire de l'insensé? Encore faut-il qu'il y ait des survivants. Tel est pour l'instant l'enjeu des massacres et des génocides en cours. Mais tout cela pour dire que la post-mémoire, encore une fois, n'est pas une affaire du passé, c'est une histoire au présent. Merci Véronica pour cette présentation alors moi je l'ai revécu de la même manière que je l'ai vécu quand j'ai lu le livre. C'est-à-dire, j'avais l'impression parfois de savoir ce qui allait arriver, ce que tu allais dire, parce que j'ai, dans mon travail avec Marisa Cornejo, d'édition autour de son texte,
on a, sans savoir que ça portait les noms, et tu classes les choses aussi de manière très précise des fois, mais on a traversé tous ces toutes ces dispositifs, ces manières de faire, enfin entre la découverte, enfin que faire de la fragmentation par exemple. J'ai un souvenir aussi très fort alors je vais passer la parole surtout à Marisa qui va nous raconter comment pour elle ça a été évidemment de réunir ça dans un livre qui a un certain nombre de pages, un début, une fin mais une chose qui me revient par exemple, je sais plus exactement comment toi tu l'as exprimé, mais dans notre cas c'était quand une phrase était mon père est descendu de la voiture pour une raison ou une autre, je la trouvais bancale ou il y a quelque chose qui marchait pas. Et par contre quand elle était ma mère me raconte que mon père est descendu de la voiture, là tout d'un coup ah oui ok là je vois la scène. Donc oui tu parles de ça la mémoire d'après et la mémoire rapportée. Alors voilà, je donne que ces deux exemples où pendant le travail sur le texte, au fond, on était dans ces sujets-là, de comment fonctionne la post-mémoire et comment elle fait œuvre, dans ce cas, 2 livres. Et donc là, j'ai envie de passer la parole effectivement à Marisa pour qu'elle peut-être qu'elle raconte un petit peu le processus aussi, puisque fragment, il y a encore fragment dans le livre actuel, il est très chapitré, etc. Mais il y a eu fragments avant, des sources différentes, de récits. Enfin, je crois que c'est le moment de présenter un peu ton livre, sans question directe, mais avec comment tu l'as constitué. Wow, c'est très difficile après ce que Véronica vient de présenter parce que, enfin, merci Véronica quand elle parle, je dis finalement quelqu'un qui va pouvoir transmettre au futur ce que moi j'étais au milieu. Moi, je sentais comme si j'étais en milieu. Il y avait une partie de ma mémoire enfant qui a reçu le coup d'État dans mon corps. Après, donc il y avait un reçu que j'avais, mais après cette vécu que mon corps a reçu a commencé à accumuler effectivement les silences, les autres versions de ce récit. Et comme tu l'as super bien dit, ces affects très fort vers certains objets de mon archive, certaines images, certains lieux qui faisaient c'est de là que j'appartiens ou le seul lieu vers lequel je peux me soutenir, des lieux où je pouvais soutenir ma mémoire. Et je pense que c'est cette force qui a donné l'idée de ce livre, parce que je pense même en tant que très petite, il y a des moments que je me suis dit, là, j'ai senti cette première séparation de mon pays d'origine. Et il faut que je jamais oublie ça pour que d'autres personnes puissent, je ne sais pas, des autres personnes puissent, qu'est-ce que je voulais témoigner? Je ne sais pas, peut-être l'injustice ou la complexité des grandes idées que tu vis quand tu es tout petit. Tu sais pas pourquoi ça existe, des choses tellement complexes. Et par exemple, là, il y avait une image que Pedro, le traducteur, à qui je remercie de ce rencontre, a trouvé important dans mon livre. C'est mon premier voyage, le premier moment que je suis dans un avion. Peut-être j'ai 2 ans et demi. Et c'est une coupure sensible faite dans mon corps à cause de la quantité de lumière qu'il y avait dans l'avion. Et ça, c'est comme si on super exposait un film et j'étais complètement envahie de lumière. Et après, on pourra jamais recoller comment s'était perçu le monde après et comment il va être perçu après. C'est comme si cette lumière m'aveugle et après je dois rebobiner pour pouvoir bien focaliser la réalité. Et là, je suis en Argentine. Et donc, ce moment-là, ça devient, il faut que j'essaye de raconter ça. Et après, bon, il y aura plein de petites histoires des enfants qui commencent à, peut-être aussi, un de mes premiers projets ici à Lausanne, c'était en 2008, quand je fais une exposition à Standard & Lux et on a travaillé avec un foyer d'urgence et où il y avait des réfugiés ou des personnes migrantes ici à Lausanne qui avaient des familles, qui avaient des petits-enfants, qui étaient dans un moment de attendre à oui ou pas être reconnus en tant que réfugiés. Et quand j'ai entendu leur témoignage, j'ai dit, mais j'ai les miens.
Et peut-être les miens peuvent être utiles pour que les gens comprennent que ces enfants qui sont dans les foyers d'urgence aujourd'hui en Europe, on peut pas les compter comme des numéros. Ils vont avoir une histoire à raconter dans le futur. Et où en étaient nous quand ces enfants ont attrapé la tuberculose dans un foyer d'urgence ici à côté de la gare de Lausanne, pendant que tout le reste des gens ont pas des maladies si graves. Donc, moi, j'ai pas attrapé la tuberculose en tant qu'enfant, heureusement. Mais j'essaye un peu de donner la parole à des enfants qui se trouvent hors leur place, hors la protection qu'ils méritent. Et c'est ça qui va tisser un peu le témoignage. Finalement, il y a aussi très fortement les outils quelque part artistiques et créatifs que mon père, qui était un prof de beaux-arts, va nous donner dans ces moments. Par exemple, moment d'attente, moment d'angoisse. On peut dessiner, on peut chanter, on peut danser. Donc, j'habille un peu avec cette créativité de laquelle tu parles, Véronica, le récit. Et bon, en vous racontant ce petit morceau que je viens de parler, immédiatement aussi, je pense aux enfants aujourd'hui dans des centres de conflits armés. Comment, pour eux, aujourd'hui, la créativité, même s'il dure quelques minutes, aide leur âme. Et je pensais à ces musiciens qui sont à Gaza maintenant. Ils ont un atelier de musique. Peut-être après, je peux vous envoyer l'information. Mais pour eux, faire des ateliers de musique aujourd'hui, que les enfants puissent chanter, ça les extrait de la peur et la terreur. On a un tout petit. Alors, tu as amené aussi quand tu parles de lumière, ça m'a frappé beaucoup parce que c'est vrai que la lumière est très présente dans tout le livre aussi à travers le travail de photographie de ton père et en particulier un moment aussi en Argentine où tu es encore toute petite et où en découvrant les archives de diapositives de ton père, tu te rends compte que c'est comme s'il savait plus photographier, tout est flou, les photos ont l'air mal développées ou bizarrement développées. Et la présence de ces photos que ton père a transportées pendant tout l'exil et qui sont maintenant en ta possession ont aussi servi de point de départ ou de point d'accroche ou comment tu as utilisé ces photos, qu'est-ce qu'elles représentent? Elle représentait, bon, on l'écrit un peu dans le livre. Déjà, il y a des photos de avant le coup d'État et après. Donc, cette archive va être une continuité entre l'avant et l'après. Et ils vont être transportés pendant notre exil. On était en Argentine d'abord, après en Bulgarie, après en Belgique. Je peux vous dérouler, peut-être. Ça, c'est des œuvres de mon père. Lui, il faisait des œuvres graphiques pendant qu'on était exilés et non reconnus en tant que réfugiés politiques. Là, c'est par exemple des diapositives. Est-ce que j'ai organisé les diapositives? Non. Ils avaient comme une fonction de continuité. Là, par exemple, c'est une boîte. Et dans par exemple, cette archive, tout ce qui est avec du verre, moi, je l'ai classifié moi-même après comme avant le coup d'État. Et ça devient comme une énorme valeur parce que c'est monde avant l'explosion que le coup d'État va créer. Et peut-être j'idéalisais. C'était un monde où mon père travaillait en tant que professeur de beaux-arts au sud du Chili, dans des zones où il y avait des peuples autochtones, les Mapuches, à une école où les professeurs de beaux-arts ne devaient pas nécessairement avoir une formation en tant qu'enseignant. Il y avait par exemple un professeur de sculpture en bois, que c'était quelqu'un Mapuche, et qui
il connaissait mieux le bois que personne d'autre, et c'est lui qui était dans les cours de sculpture. Donc, dans ces images, par exemple, il y avait ses professeurs, les cours qu'il donnait. Ou ici, cette image, c'est beaucoup après. Ça, c'est au Mexique. Déjà, on est exilé. Mais mon père rencontre des amis professeurs de beaux-arts chiliens exilés au Mexique. Et il y avait un peu cette façon de... Pour moi, c'était comme des documents des personnes qui aimaient vivre un peu autrement. Là, par exemple, ils ont fait un barbecue et ils ont dans une maison moitié finie. Il y avait comme une grande, là c'est par exemple le pique-nique, ils ont mis la table dans la voiture, amené la table et les chaises de la maison et les mis au milieu de le champ dans une camionnette pour faire un pique-nique. Et enfin, c'était pour moi des personnes qui avaient besoin de se connecter à des cultures un peu plus autochtones et vernaculaires, qui aimaient et appréciaient beaucoup le savoir-faire par les mains, le savoir-faire avec des peu de matériel, et ne pas être dans ces prétentions de la bourgeoisie finalement, mais plutôt savoir-faire locaux, et qu'aujourd'hui je dirais même plus écologique. Ne pas chercher des choses. Bon, là, il y a la Coca-Cola et Pepsi quand même, donc il y avait beaucoup de problèmes. Mais et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces images? Là, par exemple, il y a Jenny. Je ne sais pas si Jenny, c'était une grande amie. Tu vois, comme nos histoires sont tellement mêlées. Mais Jenny, c'était la compagne de ton grand-père. Et c'était la meilleure copine de ma mère. Et je ne sais pas si tu veux parler un peu de ça, si est-ce que ça te dit quelque chose à toi? Peut-être que je présente, disons, parce que je vous ai présenté ma petite théorie de la post-mémoire, mais je ne me suis pas tout à fait présentée en ce qui concerne ma propre histoire. Tu l'as un peu évoqué, donc disons, je la présente toujours comme ça. Je m'appelle Véronique Estayestangue, je n'ai jamais eu de difficulté pour dire ça. Je m'appelle Véronique Estayestangue et je suis fille d'ex-prisonniers politiques torturés et exilés au Mexique. J'ai mis environ 15 ans pour pouvoir le dire de cette manière-là, ouvertement. Et puis ensuite vient la partie plus sombre. Je m'appelle Véronique Estayestangue et je suis la nièce d'un responsable des crimes contre l'humanité. Ça m'a pris 30 ans, 35 ans de pouvoir le dire. Donc c'est vrai que j'ai je porte ce double héritage, et donc la partie de mon héritage qui concerne l'exil, la torture, la prison, c'est celle que je partage profondément avec Marisa, parce que mes parents ont quitté le Chili après avoir été en prison, de même que mon grand-père, et c'est là que mes parents ont rencontré les siens. Et donc nos histoires se croisent à un moment donné, et nous nous sommes rencontrés ici ou à Bordeaux, enfin il y a un an, quoi, enfin retrouvés. Et donc ça c'est ce que nous partageons, qui nous concerne toutes les deux. Et ensuite il y a cette autre partie qui est tout un autre domaine de la post-mémoire, qui est celui finalement de la post-mémoire des bourreaux. Que je le veuille ou pas, je suis nièce d'un responsable de crimes contre l'humanité, et mon nom de famille Estay est un nom qui résonne beaucoup au Chili, du moins dans les milieux de politisés, les milieux de gauche. Donc mon oncle, en effet, il était militant du Parti communiste avec mes parents, et sous la torture, il a craqué. Il a commencé à collaborer, mais plus encore, et c'est ça qui est le plus terrible, incompréhensible, il a continué à travailler avec eux volontairement jusqu'à participer dans un crime très emblématique au Chili, le cas des égorgés. Le nom de ce crime le dit tout. Et donc, c'était l'assassinat des 3 militants, ses anciens camarades. Donc voilà, c'est toute cet ensemble de post-mémoire qui me traverse et nous traverse, et donc nos histoires se rejoignent
en partie. Et puis aussi, à la différence de moi-même, Marisa, elle était déjà née quand le coup d'État est arrivé. Donc elle-même, elle a connu l'exil. Moi, je suis née pendant l'exil de mes parents. Donc là aussi, il y a une différence. Je pense que Marisa est entre la première et la deuxième génération. Certains auteurs parlent de génération 1.5. Je trouve ça un peu, bon, disons, c'est la pause mémoire et avec des spécificités. Mais voilà, moi, je n'ai pas connu tout ça, mais je crois il y a beaucoup de ressemblances dans notre manière de vivre, de porter cet héritage que nous avons en commun. Donc, juste un dernier mot, quand tu parles des objets, oui, quand les objets qui acquièrent une certaine signification, mais c'est vrai que, par exemple, les valises, les passeports, tout ce qui concernait les démarches administratives, mais c'était pas que des papiers, c'était pas que des documents, c'était des trésors. Et il y avait même chez moi, et j'imagine que chez toi aussi, la boîte à trésors avec les passeports, cartes de séjour. Il fallait pas y toucher parce que c'était ce qui permettait à nos parents et à nous-mêmes d'habiter quelque part. Ensuite, il y a des objets fétiches plus personnels, un pull en laine tricoté par la grand-mère, ou partager un pin du Che Guevara, je sais pas si toi aussi, enfin bon, mais je crois qu'il y a ce que j'appelle une petite mythologie de l'exil, et je crois que aussi ton travail sur les objets, sur les images, tend à reconstituer la petite mythologie de l'exil qui traverse la première génération, mais étonnamment la deuxième aussi, et peut-être encore la troisième. La troisième est parmi nous, Tom. On verra si ça traverse ou si, parce que tu disais, il faut 3 générations pour faire, ouais, qu'est-ce qu'ils disent? 3 générations pour faire un psychotique ou pour faire un artiste. Ou alors, justement, la deuxième génération, arrive à casser le cycle. Peut-être si c'est 3 générations pour faire un psychotique. Et peut-être qu'un des, alors, je voulais plutôt arriver peut-être à ça plus tard. C'est vraiment un peu on est un peu sur le comment vous faites. Enfin, toi, t'as pas encore vraiment expliqué comment tu as fait le livre. Et je voulais éventuellement aussi parler de pourquoi. Marisa a commencé un peu à en parler, de pourquoi transmettre cette mémoire. Mais il y a peut-être aussi cette idée de casser un cycle. Comment on fait? Est-ce que tu parles quand même un petit peu de la façon dont tu as fait ton livre pour voir, enfin, il y a probablement c'est vrai que cette question d'être descendant de bourreaux, c'est évidemment pas du tout posé quand on a fait le livre avec Marisa, et ça donnait comme un paysage plein d'incertitudes, on va dire. En particulier, ça m'a de nouveau frappé les photos avant, après, mais de pendant, il n'y a pas de photos. Mais par contre, il y avait quand même, en gros, des gentils et des méchants assez clairement identifiables. Et donc voilà, en quoi le travail de post-mémoire ou le travail de raconter ça pour toi est différent si les frontières, enfin, elles sont peut-être pas moins clair, mais tu y appares de manière différente. Alors oui, je dirais que les frontières entre le bien et le mal, disons, parce que en plus à cette époque-là et par la suite, le monde était divisé en 2 camps et c'était très clair. Donc elles ont été pour moi très claires, puisque je suis avant tout fille de mes parents qui eux sont restés militants, ex-prisonniers politiques, etc. Et j'ai grandi avec des récits un peu fragmentaires, mais quand même des récits tout de même rapportés par ma mère, d'un oncle qui avait fait quelque chose de très mal et qui était en prison. Et puis on n'en parlait pas beaucoup, donc dans mon livre, il devient l'oncle dont on ne parlait pas. Mais j'en savais quelque chose. Par la suite, en grandissant, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commencé à enquêter. Et il y a un écrivain argentin qui fait partie aussi de mon corpus qui dit « Il y a un moment où les enfants deviennent les détectives de leurs parents ». Eh bien, c'était mon cas.
Je m'appelle moi-même dans Survivre à la survie la fouineuse. Je fouinais partout, au fouille-merde. Et donc je cherchais dans les tiroirs des coupures de journaux, des lettres qui ne m'étaient pas destinées. Je lisais, je voulais savoir. Comme j'ai dit au début, quand il y a un secret ou quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est là qu'on va chercher. Donc bien sûr, j'étais attirée par ce vide ou cette énigme de l'oncle dont on ne parlait pas. Et donc l'écriture est venue vraiment beaucoup plus tard. Pour moi, c'était d'abord un travail d'enquête, un travail d'assimilation. Même si j'avais toujours su cette histoire, ce n'est pas la même chose de savoir que d'en avoir conscience. Donc c'est plus tard que j'ai compris la portée de ces actes, ce que ça impliquait pour l'histoire du Chili, l'histoire de la dictature. Et c'est bien plus tard, avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de difficultés, c'était très difficile. C'est bien plus tard que j'ai pu commencer à écrire. D'abord pour moi, en espérant que personne ne le lise, si jamais un fragment était publié, ou qu'il y aurait très très peu de lecteurs. Il y avait la culpabilité, d'une part parce que c'est une histoire l'histoire de l'oncle, même si ma famille l'a condamné, le reste de la famille l'a condamné absolument, mais c'était une histoire dont on ne parlait pas vers l'extérieur, donc il fallait que ça reste dans le cercle familial. Et d'autre part parce que en tant que descendante de survivants, et je ne sais pas si c'est ton cas, mais je ne me sentais pas légitime. Ma petite souffrance, qu'est-ce que j'ai à dire à côté de ce qu'ils ont vécu? Voilà, donc c'était un peu ça le processus. Très douloureux, il passait par le corps. Quand j'écrivais ou j'allais au Chili ou que je devais parler, je tombais malade, j'avais des rhumes, il y avait un truc qui coinçait au niveau de la gorge. Donc vraiment, c'était très corporel aussi. Pour Marisa, ça a aussi passé par le corps. Le livre vient effectivement aussi au bout, ou en tout cas après un processus d'une série de performances que tu as réalisées dans divers lieux qui ont marqué ton histoire familiale. Et donc comment tu es passé de l'un à l'autre Comme j'ai dit avant, j'ai toujours dit, il y a quelques mémoires de ma enfance que je dois les écrire, les raconter. Après, effectivement, même si je les racontais, j'essayais un peu de les... En fait, non, pour écrire l'empreinte, c'est là que vraiment j'ai eu d'écrire ces mémoires de mon enfance. Parce que ça commençait plutôt pour faire le témoignage d'Eugenio, un réfugié politique chilien qui va mourir en exil, non reconnu, que l'État chilien va jamais se demander ce que s'est passé avec ses citoyens, que c'est nous, la famille, les enfants, qui prend les cendres, qui les amène au Chili, parce que finalement, on va pas le laisser toute seule au Mexique, personne vit plus là. Et donc, finalement, le livre, c'était comme le vrai réceptacle de ce corps un peu oublié et perdu dans l'histoire. Et quand je commence à parler d'Eugenio, donc, il y a tous ces moments de l'enfance qu'il faut un peu raconter, mais c'était aussi ma thèse de master, en fait, à la HED. J'étais en train de faire un master à la HED. Et eux m'ont surtout dit, essaye de faire une biographie d'Eugenio. C'était super difficile de faire une biographie. Et dans un moment, grâce à la HED, je pense que je commence à scanner j'osais pas commencer à scanner les diapositives. J'avais pas envie parce que je savais que j'allais avoir des émotions très fortes. J'allais pas savoir comment gérer les diapositives parce qu'il était plus là, parce que j'avais plus personne à qui demander qu'est-ce que c'était diapositive. Enfin, toute l'absence de le mort. Et donc, j'ai fait un rêve et presque tout de mon travail se passe par des rêves où je devais utiliser un objet que mon père avait fait, des gravures, les amener dans des lieux où lui, il avait souffert la torture, la prison et l'exil, et faire une performance dans ces lieux. Et en faisant ces performances, en amenant les gravures et faisant les performances dans ces lieux, j'ai commencé j'ai fait un petit flyer comme ça. Je vais faire une performance, Benet. C'était par exemple au Chili, au Stade National, qui avait été un camp de concentration
pour des milliers de personnes après le coup d'État. Mon père avait été là. C'était tout ce que je savais. Et donc, j'ai dit, je vais faire la performance au Stade national. J'ai fait un flyer. Il y a 3 personnes qui sont venues. Mais les personnes qui sont venues m'ont donné tellement d'informations de ce que c'était la torture, de ce que ça avait passé là. Plein de choses que ma famille ne voulait pas me dire. Parce que dans ma famille, chaque fois que je disais qu'est-ce que s'est passé avec Eugenio, c'était ah bon et c'était toujours un tsunami. Ça soit tout le monde allait pleurer, crier ou je sais pas ou il y avait pas un moyen juste de parler de ça ou objectif. Et donc c'est allant dans les lieux où je rencontre des autres familles, des autres survivants de la même histoire que je commence à toucher une espèce de objectivité des faits. Et objectivité avec des outils aussi. Outils, par exemple, des rapports des psychologues qui avaient travaillé avec des familles de victimes. Des rapports des Sintras. Et eux, en tant que thérapeutes, avaient ramassé énormément des expériences des enfants des victimes. Ils m'ont dit, c'est normal que tu veuilles venir ici et parler de ça. Au lieu de ce que ma famille me disait, ah non, mais c'est fini, maintenant il faut aller au shopping mall, acheter des cadeaux pour Noël. Enfin, c'est là que je commence à comprendre que ce que je vivais à l'intérieur de moi avait un écho quelque part et que je n'étais pas totalement seule. Et donc, en faisant les performances, après, quand je vois que ces personnes me disent, oui, tu fais quelque chose d'important, là, je peux scanner les diapos. Mais c'est pas ni pour ma famille, ni pour moi. Quand je commence à scanner les diapos, et par exemple, ici, il y a les parents de Véronica, qui sont là, je me dis, c'est parce que ces diapos sont l'histoire de tous. C'est pas mon petite histoire de j'ai perdu mon papa, et blablabla. J'ai un petit devoir, là, de mémoire vers les autres. Et là, je me suis super amusée en faisant ça. Et j'ai découvert des images incroyables. Par exemple, celle-ci, c'est une image de le Stade national de Chili, où mon père et des milliers de personnes ont été emprisonnées et torturées. Mais cette image, c'est une photo faite dans les années 60. Et quand j'ai vu cette image, j'étais tellement touchée. Parce que c'était la contre-image de mon image. Là, on voit une foule de personnes tranquilles, peut-être en train de s'amuser dans un stade, de voir un jeu de football, ou je sais pas. Il y a des personnes qui pensent que c'est les Jeux olympiques ou les Jeux de 62. Et donc, mon image intérieure, c'était le Stade national, c'était un trou noir horrible qu'il fallait vraiment pas savoir. Et quand je trouve cette diapo, c'est waouh! Mais il y a eu une époque où le peuple chilien allait dans des stades tranquilles, s'amusait, prenait le soleil. Et finalement, j'ai une preuve aussi de ce Chili avant le coup d'État, de ce tissu social avant qu'il se défait totalement. Mais bon, c'est ça que je projette, hein. Mais ça m'a fait du bien de trouver l'image. Tu aimerais rebondir, je te passe le micro. Merci. Je rebondis donc. C'est vrai, c'est par rapport à la dimension collective. Quand tu m'as posé la question de mon cheminement d'écriture, j'ai donné une réponse assez égocentrée. Mais c'est vrai que dans ce parcours, le partage, et je pense que c'est le cas pour Marisa, mais sans doute pour d'autres membres de notre génération, ou pour la pose-mémoire dans son ensemble, je pense que l'échange avec les autres est fondamental. Et dans mon cas, c'est vrai que c'est devenu non seulement un partage collectif, mais un engagement politique. C'est-à-dire qu'un jour, un ami m'a dit, écoute, bon, on s'est rencontrés, il m'a dit, bon, moi je suis fils d'un tortionnaire, je sais que tu es nièce d'un tortionnaire, et je fais partie d'un collectif qui vient d'être fondé en Argentine, de descendants de tortionnaires qui défendent la mémoire, la vérité et la justice. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Évidemment, j'ai dit que plutôt non. Ensuite, au fil du temps, il m'a dit, mais est-ce que tu as bien réfléchi? J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux nous aider à éditer un livre, puis comme c'est mon domaine, ok, j'ai édité le livre. Ensuite,
et j'ai décidé de rejoindre le collectif, mais en disant bien à tout le monde dès mon arrivée, je ne vais jamais prendre la parole, je ne vais jamais publier quoi que ce soit, je ne vais jamais parler à des journalistes ni faire des conférences. Et puis petit à petit, au bout de 6 mois, j'ai commencé par parler du livre de mes camarades, par parler de mes camarades, par parler de leur courage, surtout les enfants de tortionnaires, c'est quand même énorme. C'est devenu d'ailleurs un collectif international. On a aussi un contact avec des petits enfants de nazis, une petite fille de franquistes en Espagne, en Uruguay, au Paraguay. Bon, on est tous descendants d'une manière ou d'une autre de criminels. Et donc petit à petit, j'ai commencé à parler d'eux. Ensuite, je me suis lâchée, je parlais pour eux. Et ensuite, je parlais pour nous. Et ensuite, j'ai réussi à parler pour moi aussi. Mais donc, voilà de mon côté l'importance du collectif qui a pris, dans ce cas, une dimension strictement politique, un engagement. Parlons du collectif. Est-ce que ce collectif a des questions? Ce qui sont vécus Pardon. Et pourquoi j'ai dit ça? Que la post-mémoire fait partie de, c'est que... J'ai compris Ah oui. que 2 ou 3 générations après, récents, ceux qui sont vécus, Oui. ceux qui sont vécus directement la torture ou autre pays, disons, autre... Alors, pourquoi j'ai dit ça? J'ai pensé à ça pendant que tu parlais de ça. Il y a eu un génocide qu'on parle très peu dans l'histoire officielle. 50 000, 70 000 morts, atroces, terribles, au Chili. Ce génocide a commencé en 1860 et il a fini en 1883. Suite à ça, 35 000 Suisses, ils sont allés vivre sur les terres où les génocides étaient faits. Ces peuples, tu l'as nommé, c'est mes ancêtres, partis père. Je suis en Champurria, en Métis. Et je pense que partie de ma psychologie, vient de là-bas. Dès qu'ils sont vécus, tout un peuple victime d'un génocide où il n'y avait pas des Nations Unies, où il n'y avait pas de journalistes, des droits humains, ni rien du tout. Et le pire encore, c'est que ce génocide est absolument méconnu au Chili. Et toutes les souffrances et tout qu'implique du point de vue de la post-mémoire. D'ailleurs, ces peuples, jusqu'aujourd'hui, vivent en conditions, en el Gualmapu, dans les régions Mapuche, vivent dans des conditions de dictature. Je ne sais pas si tout le monde sait que ça fait déjà des décennies que l'armée chilienne a pris place comme si c'était une dictature dans la région Mapuche. Non? N'importe quel touriste qui va au Chili, il va à la région, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens en tant que touriste, je vois des tanks militaires, des drones, des hélicoptères. En étant ici, aujourd'hui. Donc, pour le peuple mapuche, ça n'a jamais fini. Ce génocide de 23 ans. 1860, 1883. À partir de 1884, 35 000 Suisses de toutes les régions de Suisse sont arrivés là-bas. Pas au Chili. Non. Le contrat, c'était que signé, c'était qu'il devait arriver, donc, la Suisse, Amsterdam, le tour de Magallanes, pour arriver à Talcahuano. Et seulement à Talcahuano, les bateaux. Et de là,
avec les militaires, envoyés direct à la région Mapuche, où 10 millions d'hectares étaient usurpés par l'armée chilienne. C'est comme si l'armée suisse usurpait les terres des Helvètes pour que des Chiliens viennent s'installer. Chiliens, Argentins, etc. Très patriotique. Entre parenthèses, c'est le mois de la patrie aujourd'hui. Pour nous, c'est le mois de Salvador Allende. Septembre, les Chiliens se préparent pour rendre hommage aux gloires de l'armée chilienne, le 19 septembre. Une armée qui a fait 23 génocides. Et le génocide Mapuche, entre autres, où on n'est pas nommé. Et des massacres, etc. L'armée chilienne a tué plus de Chiliens que des étrangers. Et 4 septembre, aujourd'hui. Le 4 septembre de 1970, pour moi, c'était un jour de gloire personnelle. Pourquoi? Parce que ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai voté. Et j'ai voté pour Salvador Allende. Ce 4 septembre de 1970, j'attendais comme tout le monde le résultat le soir. Il y avait des tanks le soir. Ils ne donnaient pas le résultat. Et nous, à 600 km au sud de Concepción, à Talcahuano, on se disait, ça y est, Allende a gagné, mais l'armée, il ne va pas reconnaître. Ça, c'est partie de l'histoire. Nixon et Kissinger, à l'époque, lui avaient dit, on ne va pas accepter un gouvernement communiste, soi-disant communiste. La peur, c'était une nouvelle Cuba. Donc, je parle des faits historiques. Si Allende n'avait pas gagné ce jour-là, sûrement, on ne serait pas là. Et sûrement, on ne parlerait pas de post-mémoire en ce qui concerne le Chili. Et je tiens à signaler ça parce que c'est un fait historique. Dans quelques jours, ça serait le 11 septembre, jour qui a marqué la mémoire et la post-mémoire. Et voilà, je voulais dire ça. Et ensuite, je me pose la question de quelle façon j'ai passé 6 mois en camp de concentration, emprisonné à le camp de concentration de l'île Quiriquina. Vous pourrez imaginer qu'est-ce qui s'est passé dedans et comment on a reçu, qu'est-ce qu'on a vécu. Et pendant une vingtaine d'années, j'avais des cauchemars, une vingtaine d'années ici, hein. Des cauchemars, j'ai vu des psychiatres, etc., m'ont expliqué que bon, c'est le résultat de la torture et de ce qu'on a vécu, pas seulement les Chiliens, les Argentins, les Uruguayens, etc., etc. Brésiliens, Paraguayens. À l'époque, hein, c'était les copes des dictatures de l'Amérique du Sud. Alors, quand tu parlais de la post-mémoire, c'est pas seulement 17 mois, génération d'après les génocides de Mapuche, mais mon fils qui est à côté de moi, qui est né presque la même année que toi, je me posais la question, comment il a vécu mon emprisonnement, les 6 mois de torture et tout ce qui signifie le fait d'échapper, parce que j'ai échappé du Chili, l'exil, etc. Voilà. Merci. Merci. Tu veux réagir? Je réponds, et après, si tu veux ajouter aussi des choses. Quel est tu t'appelles comment? Si. Ah. Si. Je sais. Malheureusement, le général Stange, semble-t-il, en plus, celui-là, il était cousin de mon grand-père. Donc, je suis coincée de tous les côtés. Semble-t-il. Là, c'est plus lointain parce que je n'ai pas beaucoup connu mon grand-père, mais il semble, comme quoi, voilà. Oui, bien sûr, oui. Donc, je le raconte aussi, oui.
Et ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on hérite, qu'est-ce qui se transmet, qu'est-ce qui se transforme. Et ça pose des questions très profondes sur le déterminisme biologique et social et sur le libre arbitre. Est-ce qu'on est déterminé par le sang, par l'ADN, ou est-ce qu'on peut changer quelque chose? Et c'est vraiment, c'est une grande question dans notre culture. Il suffit de penser à quelques expressions comme de tal palo tal astilla, les chiens ne font pas des chats. Voilà. Donc, et puis dans la Bible, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la deuxième et troisième génération. Et il est vrai que dans la vie quotidienne, ça se manifeste par le fait que parfois, quand j'ai rencontré des gens au Chili qui ont appris quel était mon nom de famille, ils ont quitté la table et ils sont partis. Donc, c'est une vraie question. Donc voilà, ça pour répondre. Mais juste, ton prénom. Ah, oui, pourquoi? Non. Ah oui, bien sûr. Oui. Et là, par rapport à ça, je te remercie de poser cette question parce que une grande question, même théorique, c'est jusqu'où s'étend la post-mémoire. Je vous ai dit que, selon les psychanalystes, la mémoire transgénérationnelle, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mémoire transgénérationnelle, ça concerne les individus. Les traumatismes vécus par une personne qui se transmet à son enfant, son petit enfant. Donc ils disent c'est 3 générations, surtout quand il y a un secret de famille. Donc les symptômes traversent les générations. Moi j'ai tendance à penser que lorsqu'il s'agit de traumatisme collectif, donc non plus de mémoire transgénérationnelle à proprement parler, mais de mémoire collective, donc post-mémoire, le temps est beaucoup plus long. Et en plus, il y a d'autres facteurs, je crois, qui interviennent dans ce prolongement de la douleur du traumatisme. Par exemple, je crois qu'un facteur fondamental, c'est la reconnaissance des victimes. Un facteur qui permet de mettre un terme ou pas à cette souffrance à même la peau. Un autre facteur, c'est la justice. C'est la condamnation des criminels. Pour qu'il puisse y avoir une sorte de clôture du récit. Une clôture d'un récit presque du point de vue du sens. On a besoin d'une clôture où le récit trouve son équilibre. Donc je pense que ces facteurs-là déterminent le fait qu'une mémoire sur le long terme, se taise doucement jusqu'à rejoindre l'histoire. Peut-être, avec le travail, c'est comme un deuil, avec la réparation, avec la reconnaissance, avec la justice, ou le fait qu'au contraire, cette mémoire se prolonge sur des générations et des générations. Et donc, d'où, je pense, bien sûr, les Mapuche au Chili, et je pense que les Indiens du Mexique, par exemple, ils ont cette mémoire dans la peau. Ils ont une manière de marcher, une manière de parler, une manière de s'incliner, marquée par des siècles et des siècles d'humiliation. Donc, c'est aussi une post-mémoire ancrée dans la chair. Donc voilà, merci pour cette question, elle est fondamentale. Et enfin, juste par rapport à la torture, Jean Améry, un survivant de la Shoah très peu connu, il disait « Celui qui a été torturé reste torturé ». Et moi, je me demandais dans le livre « Et ses enfants ?» Pour trouver une réponse, il faut lire le livre de Marisa si, et le mien. Ouais, exactement. Merci. J'allais presque dire la même chose, mais pour une raison, parce que c'est vrai qu'on a ce. Marisa, tu voulais aussi intervenir. Moi, j'ai tout d'un coup pensé à tu parles
de comment clore le récit, hein, avec les pistes que tu donnes, et qui sont souvent, quand on y pense comme ça, réparation ou justice, alors parce que c'est aussi des traumatismes collectifs, on pense aussi à ces réparations dans un sens collectif, un tribunal, le machin, des choses qui se passent dans le collectif. Et je me suis dit, tiens, au fond, ces livres, ils vont peut-être, dans encore un long processus, permettre des reconnaissances ou des réparations collectives, mais dans un premier temps, elles permettent des reconnaissances et des réparations individuelles, juste en tant que lecteur, et même par rapport à l'implication de la Suisse dans la colonisation des territoires mapuches, ou bien ce qu'on avait aussi découvert, que les roquettes qui ont détruit le palais, la Moneda, le palais de Allende, étaient fabriqués par une entreprise suisse. Donc, évidemment, il y aura sans doute jamais de procès de Brown Boveri pour avoir construit les roquettes qui ont détruit la Moneda. Mais moi, en tant que lecteur individuel, c'était une exposition, un artiste qui présentait ça, individuellement, j'ai reconnu quelque chose de mon pays ou de la faute et l'espoir, je crois, et c'est peut-être ça l'espoir de vos livres, c'est que en additionnant ces prises de conscience individuelles, on arrive d'une manière ou d'une autre à un moment donné à une prise de conscience collective. J'ajouterais peut-être, ça me fait penser à une autre forme de réparation qui n'est pas collective, qui n'est pas strictement individuelle, mais qui est intersubjective. Et je pense concrètement à deux cas. Les rencontres entre Histoire désobéissante, donc tous mes camarades descendants de tortionnaires, lorsque nous sommes allés manifester et accompagner les manifestations au Chili, par exemple le 11 septembre, ou en Argentine, le 24 mars, aux rencontres entre notre collectif et les victimes et les survivants. Et ces rencontres, pour moi, c'est comme des perles de temps, en fait. Tout devient rond et il y a des pleurs, on se serre dans les bras, etc. Et ce n'est pas ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Non, c'est quelque chose qui passe par le corps. Et là, ça a une transcendance et c'est à la fois individuel, interpersonnel et collectif. Et concrètement, donc le deuxième exemple, c'est ma propre rencontre, grâce en partie à mes camarades désobéissants qui m'ont donné le courage, mais avec les fils de deux des victimes de mon oncle. Donc la première, c'était avec Manuel Guerrero, fils de l'un des égorgés. Et là, vraiment, je sentais que toute l'histoire de notre pays était condensée dans cette rencontre improbable et insupportable, tellement était belle, elle était bouleversante. Il n'y avait pas de pardon, pas de demande de pardon. Ce n'est pas à moi de demander pardon, ce n'est pas à lui de pardonner ou de me pardonner moi. Il y avait juste un avenir possible. Et ensuite, j'ai rencontré le fils d'un autre égorgé, Camilo Parada, il s'appelle. Il m'a écrit par WhatsApp et il m'a dit, il m'a invité à participer à une émission de radio anticapitaliste au nom des désobéissants. J'ai accepté et il m'a dit à la fin, Véronica, quand tu viendras au Chili, on se retrouvera, on va prendre une bière ensemble et on va rire de tout ça. Et j'ai dit, d'accord pour la bière, mais Camilo, tu avais 9 ans. Mon oncle a apporté le couteau pour assassiner ton père. Tu avais 9 ans et tu es resté orphelin. Est-ce que nous avons le droit de rire de tout ça? Et je me suis dit, en tant que deuxième génération, peut-être nous n'avons pas seulement le droit, mais peut-être aussi le devoir de retrouver un peu la joie dans tout ça. Donc pour moi, c'est là aussi une autre forme de réparation, disons. Alors, moi, je voulais déjà juste poser une question bien naïve. J'ai une question un peu naïve d'une Suisse qui habite, qui n'est pas beaucoup sortie de son pays, qui a jamais été en Amérique latine. Comment ça se passe au Chili en fait? Quelle est la réception de vos œuvres, de vos écrits?
Et pourquoi c'est si difficile, en fait, encore d'en parler là-bas? C'est quoi? C'est la situation politique? C'est le fait qu'ils ont des choses un peu plus vitales, en fait, auxquelles ils ont à penser. On a un luxe, en fait, ici, de pouvoir avoir un recul, mais là-bas, c'est bien plus difficile, j'imagine. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme autre blocage, en fait, qui font que c'est dur encore là-bas? Déjà, tu peux annoncer la Bon, oui. Mon livre va apparaître, merci pour la question. Bon, l'empreinte, ça va apparaître fin d'année 2025 au Chili. Et c'est grâce à un éditeur chilien de qui on parlait avant, Paulo Chaslewski, qui publie pour l'Homme, et qu'on disait c'est une maison d'édition que travaille pas pour l'argent, sont militants et prend beaucoup de risques en publiant ses livres. Mais jusqu'à là, c'était pas possible. Bon, je pense, moi, c'est aussi parce que moi, je dois avouer, je pense que oui, je suis affectée. Moi, j'ai le PTSD. Quand j'ai fait ce livre, j'ai compris que moi, j'étais habitée pour le traumatisme. J'avais une condition de PTSD. Et donc, pour moi, même maintenant qu'il va apparaître, qu'il va sortir et tout, j'ai une grande terreur de qu'est-ce qui va se passer, ça va me mettre de nouveau en danger. Peut-être il y a une partie en moi qui dit, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais peut-être pas. Même si j'ai travaillé tellement pour ça. Et aussi peut-être parfois on a peur de heurter des gens en parlant des choses, comment les autres vont les prendre. Mais bon, on a eu une dictature, donc les discours qui parlent, c'est un peu comme ce que je vais le ramener de nouveau à la Palestine, mais moi j'ai grandi comme en pensant que mes parents étaient des terroristes et que vraiment il fallait qu'on se cache et qu'on était en danger parce qui on était nous. Et parce que l'empire américain, on est dans une situation de décadence d'un empire, voulait chasser des personnes qui pensaient comme mes parents. Donc même aujourd'hui, comme disait Lincoln, on a une situation où peut-être le prochain gouvernement au Chili, c'est un gouvernement d'extrême droite. Et c'est des alliances tellement fortes des oligarques forts que tu dis, bon, peut-être mon récit va changer quelque chose. Mais moi aussi, je pense qu'il y a, dans mon livre, à la fin, il y a comme une force de la nature qui apparaît toujours. Il y a des oiseaux qui vont apparaître, il y a des plantes, il y a des relations avec la nature qui vont permettre que des livres qui ne devaient pas exister apparaissent. Mais pour ça, je dois me lier à cette grande histoire, pas à la mienne. Donc, on attend du coup le récit des présentations que tu feras au Chili, parce que moi j'ai publié Survivre à la survie au Chili en 2023, la même période. Juste, je réponds à cette question. Et je l'écris d'abord en français, puis je l'ai traduit en espagnol, et il s'appelle La resaca de la memoria, dans tous les sens du terme resaca, parce qu'en espagnol c'est le ressac, mais aussi la gueule de bois. Donc c'est en gros comment on est né après l'effervescence des événements. Et c'est le même éditeur de Marisa. Donc déjà ça induit un regard un peu biaisé parce que c'est un éditeur relativement petit, militant, engagé, qui ne s'enrichit pas par la publication des livres. Donc forcément, ça circule parmi un public restreint. Mais en parlant avec lui, quand je suis allée au Chili au mois de mai dernier, il m'a dit que ce type de livre en général, non seulement pour lui, mais ils sont en quelque sorte censurés, disons, mais pas par un décret officiel, etc., mais par une sorte de précaution qui rend compte juste de l'héritage que le Chili porte de la dictature, c'est tout. Ce n'est pas la question d'avoir d'autres, bien sûr, il y a d'autres problèmes économiques, sociaux, mais c'est les traces de la dictature qui sont toujours là. Donc voilà. En tout cas, la réception de mes livres, quand je l'ai présenté dans différents endroits, était très positive, magnifique. Je stressais horriblement, oui, comme tu l'as dit, mais ça s'est très très bien passé. Oui, merci pour le récit.
et vos expériences, vous avez la chance. Parce qu'à cette époque, tout s'est documenté facilement par rapport à l'ancienne génération. Plus, il y a eu un moment que s'est libéré la parole un petit peu, pas beaucoup. Par contre, maintenant, justement, ces paroles qui s'est libérées, c'est du fascisme. Dans tous les globes, quoi. Et surtout en Amérique du Sud, ça s'accentue le racisme. Depuis l'Alaska jusqu'à Terre de Feu, tout ce trace indigène, tout trace communiste, c'est condamnable, condamné, persécuté. Justement, ce qui empêche le Chili de parler librement, c'est le terrible racisme qu'il y a crasse là, dans toute l'Amérique du Sud, c'est comme ça. On voit ici que malgré le gouvernement de gauche, il y a le fascisme raciste qui ne se prive pas de parler cruellement des Noirs, des indigènes qui sont sales, et tout, comme si on était au XVIIIe siècle. Bref, justement, un exemple de ça, c'est quand la révolte en 2019, la femme de Piñera qui a dit ces phrases horribles, et là, ça révèle tous les niveaux de racisme terrible qu'il y a. Il dit c'était des alienígenas qui envahissaient notre territoire, nos rues, tout c'est à eux. Hein. On n'a rien conquis, je veux dire. Il faut s'attendre à ces réactions défensives de la droite fasciste qui les renforce maintenant, toute l'Amérique du Sud. Ouais. On n'a rien conquis, malgré tous nos efforts. Merci. Je pense, oui, que il y a d'une part une sorte de intensification des récits d'extrême droite partout dans le monde, mais je pense que la manière dont ce type de discours prend dans un pays ou pas, ou se répand plus rapidement ou pas, dépend déjà du travail de mémoire que ce pays a fait et de l'éducation que à long terme. Donc je pense qu'il y a un phénomène structurel au Chili. Bon, l'Argentine c'est autre chose, c'est inexplicable, alors que l'Argentine a fait un travail de mémoire beaucoup plus important. Mais je pense qu'au Chili, en tout cas, le problème est structurel et c'est vraiment des traces de la dictature qui vont jusqu'au plus profond du peuple. Bien compris. En Chili, ça va se passer la même chose avec TAS. Il y a tous les milieux d'information, tout ce qui domine l'opinion publique. C'est ça. Bon, j'avais pas vu. Bonsoir, merci beaucoup pour votre récit. J'avais juste une petite question. Là, en ce moment, je travaille sur... je fais mon doctorat sur la jeunesse des jeunes femmes mapuche pendant la dictature. Jeunesse des jeunes femmes mapuche pendant la dictature chilienne. Et personnellement, je suis la fille d'une exilée politique et qui vient de cette famille. Et du coup, je me demandais, parce que vous avez parlé à des notions de qu'est-ce que c'était pour vous de justement raconter ces récits, soit à des termes, enfin, dans un sens public, mais aussi interpersonnel. Mais je sais pas si j'ai loupé cette partie. Je me demandais ce que c'était aussi de raconter ces histoires sur vos familles à l'intérieur de vos familles, à l'intérieur de vos familles. Parce que du coup, là, j'écris ce doctorat et la carte académique me permet de rendre le récit aussi d'une certaine manière justifiable par une quête académique. Mais je me demandais, parce que j'ai du coup aussi ce souhait d'écrire une histoire familiale, et le pont, je trouve, est plus difficile à faire. Et je me demandais du coup comment vous aviez réussi en fait à l'intérieur de vos familles, vos structures familiales, si vous aussi le silence est roi, et comment faire en fait peut-être, quels sont vos témoignages? Pour mon livre, comme je disais tout à l'heure, il y avait une époque où on pouvait pas beaucoup parler de mon père, ou que ça dérangeait beaucoup, parce que mon père mort en exil, quand je venais au Chili, c'était le rappeler
qu'ils l'ont abandonné, que personne n'a pu pas changer le destin d'un exilé. Et donc c'était comme voilà de nouveau le problème, celle qui vient ici nous ramener notre culpabilité quelque part, le non résolu. Mais j'ai continué et finalement il y a une partie très intéressante qu'on demande à ma mère parce qu'on a besoin de raconter l'histoire de mon père avant le coup d'État. Et là, on a rencontré ma mère dans un troisième lieu. C'était ni le Mexique, ni le Chili. On l'a rencontrée en République dominicaine. Elle était en vacances. Et là, une soirée, elle nous a raconté des histoires fantastiques de mon père, de comment il a dragué, de comment, je sais pas quoi, tout le romantique a pu apparaître comme ça. Et elle avait envie de raconter. Elle avait envie qu'on écrit cette partie d'Eugenio. Et là aussi, tu te rends compte comment, ce que mon livre et ce travail de Véronica dit aussi, la torture a fonctionné. Elle avait la fonction de laisser les gens coupés, aveugles, enfin plein de honte et de peur de raconter quelque chose. Mais le moment que tu sortais de ces deux lieux, il y avait ce troisième qui permettait de se raccrocher à le torture avant la torture, je l'ai vu tellement clair comment la torture avait vraiment, il y avait cet être complet avant. Et donc, bon, ça c'était mon expérience. Alors, disons que globalement, ou d'après ce que j'ai vu, lu, entendu, restituer l'histoire de ses parents à ses propres parents en ajoutant du sien peut être salutaire dans le meilleur des cas. Alors ça n'a pas été mon cas. Donc de fait on se parlait plus quand quand mes livres sont parus. Je crois qu'ils les ont lus. Une tante m'a dit que ma mère l'avait commandé. Je n'ai eu aucune réponse et j'explique un peu de cet éloignement dans ce livre, puis il y a beaucoup d'autres facteurs, mais le cas de ma famille est particulier parce qu'il y a l'histoire de l'oncle, la honte, la culpabilité que toute la famille portait, c'était un traumatisme qui s'ajoutait au traumatisme, donc je pense que ce n'est pas un cas exemplaire. Et dans le cas des désobéissants, bien sûr, c'est autre chose. La plupart rompent avec leur famille, hein. C'est normal. Ils condamnent le père tortionnaire, ils militent contre lui, ils dénoncent ses crimes, c'est différent. Mais bon, mon cas, voilà, c'est ça. Mais je crois que ça ne doit pas forcément être comme ça, et j'ai l'espoir que ça change pour d'autres. Donc pour toi. Merci. Les emmener en République dominicaine, c'est ça le truc. Ça, j'ai pas essayé. Hein. Des fois, il y a des petits moments comme ça où la mémoire et les langues elles se délient, mais des fois, c'est difficile de ne pas vouloir juste vivre ce moment et le garder comme un moment où nous devons faire quelque chose aussi. Enfin, tout le fait de l'écrire, parfois, je ne sais pas à quel point ça rompt une forme de confiance que c'est juste un moment qu'on passe et la limite pour moi, Oui, tu parles jusqu'où on peut dévoiler des choses qui leur appartiennent. Le problème, c'est que elles appartiennent moitié à eux et moitié à nous. Et donc, toute la question, c'est ça la question. Jusqu'où on a le droit de parler d'eux, mais en même temps, on parle d'eux tels qu'ils sont en nous. Donc, on parle de nous aussi. Et là, il y a un petit territoire à reconquérir en tant que membre de la post-mémoire, parce que la post-mémoire a sa légitimité. Même si on a très peu vécu ou rien vécu, elle a une légitimité. Je crois que là, il y a une petite bataille, comment dire, amorosa bataille, affectueuse bataille à mener. Alto. Mari Compuche. Mari. Bueno, oui. Moi, j'ai une question par rapport à ce qui a été juste énoncé.
Plus fort. Ok, ouais, un peu comme un rapport. On parle de septembre, on parle de reconnaissance et de justice. Finalement, c'est je dirais, acte de résistance comme celui d'aujourd'hui, dont je vous remercie d'avoir fait cette soirée, pour maintenir la mémoire, pour maintenir un récit qui est autre de celui qui veut couvrir ou ensevelir cette blessure entrouverte, je dirais, ces veines qui coulent encore. Et ça n'a pas commencé avec le coup d'État, justement, pour certains peuples du Chili. Et ma question était celle est-ce qu'il y aurait, avec cet acte de mémoire, de culture, également une revendication identitaire pour dire que le Chili, c'est pas juste la Cueca ou le 18 septembre, en septembre, et qu'il y a également donc un 11 septembre, et pas seulement un 11 septembre, mais toute je dirais, une culture qui n'est pas seulement celle de la douleur ou de la souffrance, mais celle qui a eu également un moment de joie, une histoire qui n'est pas seulement, qui a été reniée, qui est révisionnée aujourd'hui. On parle de dictature d'Allende. Donc, je pense que avec ces échelons qui sont en train d'être mis en place, on est en train de récupérer une identité qui est encore niée et qui va au-delà de cela, du coup d'État. Oui, enfin, je pense que le coup d'État de Chili, c'est comme un phénomène qui représente toutes les néocolonisations de notre siècle 20, 21. Et c'est dit par des autres auteurs, décoloniaux et Naomi Klein, the 9/11 that really matters. O sea, es el 11 de septiembre, es el 11 de septiembre que realmente es importante. Parce que c'est le 11 septembre qui parle de tous ces coups que l'impérialisme américain occidentaux fait dans des démocraties ou des peuples qui essayent d'avoir la gestion de leurs propres ressources sans les corporations. Et donc, je pense que notre 11 septembre nous relie à beaucoup, à les Iraniens, maintenant à les Palestiniens. Ça nous relie à tellement de peuples. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut le vivre. Moi, je le vis comme une chance aussi. Parce que ça m'a permis de me relier à des autres peuples qui doivent garder cette mémoire. Mais précisément, s'il y a eu la possibilité de résister, au moins dans l'utopie, à que tout devient homogène à cause des États-Unis et la culture occidentale, si on peut rêver à que ça nous a pas complètement consumé, est-ce qu'il y a encore une possibilité de résistance? C'est ça. Et 11 septembre 1541. Quelques mois après la fondation de Santiago. Fait historique méconnu. Qu'est-ce qui se passe? Que Santiago, les colonisateurs qui venaient d'arriver en mois de février, le 11 septembre sont tout juste presque disparus parce que Michimalonco, le chef local de communauté mapuche, assiège Santiago, le village de Santiago, et s'il n'y avait pas un acte terroriste de couper la tête des prisonniers mapuche qui étaient prisonniers dedans, par la héroïne de la vision européenne de l'histoire, Inés de Suárez, le premier acte terroriste au Chili, couper les têtes et les montrer, la victoire mapuche serait totale. Parce que ça, c'est la mémoire qui manque au Chili. Quand tu dis mémoire, les faits historiques méconnus. On parle de l'indépendance du Chili. Les Chiliens, n'importe qui va dire, qu'est-ce que tu fêtes le 18 septembre? L'indépendance.
C'est faux, mais bon, ça fait rien. Un petit détail. En 1598, del Biobío au sud est déjà indépendant. Pourquoi? Parce que la plus grande défaite de l'Empire espagnol s'est produite à quelques kilomètres au sud du Biobío. La plus grande défaite militaire de l'Empire espagnol. De façon que les Mapuches sont indépendants depuis 1598. 2 siècles avant ce qu'on appelle normalement l'indépendance du Chili. Il faudrait poser la question. L'indépendance était pour qui? Qui ont gagné? Bon, ça c'est notre histoire. Mais j'insiste de cette mémoire méconnue parce qu'autrement, c'est pas seulement la mémoire de quelqu'un, ça vient de loin. Et la rébellion et la résistance, ça a été toujours depuis l'arrivée de l'oppresseur. Et je crois que ce qu'on peut réfléchir, comment ils ont fait ces peuples qui depuis 1541, depuis le 11 septembre 1541, ils ont commencé à résister. Il n'y a pas que des défaites, il n'y a pas que des soumissions, il y a aussi la révolte. Marichihueo! 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 Aïe, 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 aïe! Marichihueo! Aïe, 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 ça veut dire on applaudit les deux exposants. C'est la façon d'applaudir. Hein? Et Marichihueo, ça veut dire 10 fois on vaincra.